Le matin du 27 mai de l'an 26, des agents armés en uniforme sont entrés dans le siège du parti, au pouvoir de l'État européen, et ont commencé à rassembler des documents. Et ce n'est pas la Biélorussie, vous vous êtes trompé. Ce n'est même pas la Hongrie, c'est l'Espagne, un pays de l'OTAN, un pays de l'Union européenne. Mais voici une question que personne ne posera à voix haute aujourd'hui. Pourquoi justement maintenant ? Quand on se demande ce qui a changé ces 5 derniers mois, qu'est-ce qui a soudainement fait s'effondrer un système qui fonctionnait depuis 20 ans ? Je vous parlerai de ce système un peu plus tard. Il est d'ailleurs très intéressant. La réponse se trouve à New York, dans une cellule. Qui est assis là ? Nicolás Maduro. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui n'a pas encore de fin officielle, d'accord ? Mais elle a un début remarquable. Remarquable. Attachez vos ceintures, mesdames et messieurs. Avant d'aller plus loin, un paradoxe. Lorsque le 3 janvier 1926, les forces spéciales américaines ont capturé Nicolás Maduro directement dans sa résidence, très protégée à Caracas, l'ensemble du monde démocratique est soit resté silencieux, soit a prudemment soutenu l'opération. Ils ont capturé le dictateur, c'est juste, oui, un narcoterroriste, un homme sous le régime duquel 8 millions de citoyens ont fui le Venezuela. Mais un dirigeant criait à la violation du droit international, à la souveraineté, à l'inadmissibilité, et il criait nerveusement, ce qui, comme on l'a découvert, s'expliquait par de nombreuses raisons. C'était Pedro Sánchez, le Premier ministre de l'Espagne, le chef du Parti socialiste ouvrier, exactement comme chez Hitler, oui, le Parti socialiste ouvrier, sauf que là c'est l'Espagne, et là-bas c'était l'Allemagne. Ce même homme, celui qui bloquera ensuite les bases militaires américaines sur son territoire, pour un autre style. Cet homme-là, dont le parti est aujourd'hui paralysé par la terreur. Ils auraient donc pu maîtriser les leurs, oui, mais celui qui a tout organisé et mis en place, ils ne peuvent pas le maîtriser. Ils n'en ont pas le cran. L'or vénézuélien. Commençons par l'argent. Parce qu'en politique, comme partout ailleurs, il faut demander à qui profite tout ça ? À qui cela profite ? Le Venezuela sous Chavez, puis sous Maduro, n'était pas simplement une dictature. C'était une pompe financière qui transférait l'argent du pétrole, via la compagnie pétrolière d'État PDVSA, dans les poches des alliés à travers le monde. OPA. OPA. Quoi, on ne le savait pas ? Non, messieurs, ce n'est pas ma version, ce sont des témoignages sous serment donnés à un tribunal américain. Hugo Carvajal. Général. Chef de longue date du renseignement militaire vénézuélien, un homme surnommé El Polo. Eh bien, Poussin, comme on dit chez nous, non ? Il savait tout, faisait tout. En 2019, il a été arrêté. Il était en prison à Estrémisa, près de Bodrin, et il témoignait devant le tribunal espagnol. Ensuite, il a été extradé vers les États-Unis, où il a plaidé coupable de narcoterrorisme et a commencé à collaborer avec l'enquête. Voici ce qu'il a révélé. Le gouvernement vénézuélien finançait illégalement. Il finançait des mouvements politiques de gauche dans le monde entier pendant au moins 15 ans, partout dans le monde, y compris en Espagne. C'est pourquoi nous l'avons sorti de là aussi rapidement. Sinon, il aurait, comme Epstein, accidentellement mangé quelque chose et serait mort. Pendant 15 ans dans le monde entier, à travers la compagnie pétrolière nationalisée. En Espagne en particulier, le parti Podemos était financé. Celle-là même qui, par la suite, est entrée en coalition avec le parti socialiste de Sánchez. Le schéma était élégant dans sa simplicité. La compagnie pétrolière signait des contrats avec des sociétés écrans. L'argent passait par des sociétés offshore, parfois par des structures iraniennes. Et ils atterrissaient là où les messieurs socialistes en avaient un besoin, dans les fonds politiques. Eh bien, dans certains médias qui, comme on dit, travaillaient ensuite pour eux tout à fait désintéressément, dans les centres de réflexion qui, ensuite, soutenaient le parti politique, dans les poches des bonnes personnes aussi. Oui, les bonnes personnes sont nécessaires. Les gens ont besoin d'argent. Tout se résout facilement. C'était un investissement. C'est un investissement. Ils ont simplement investi dans les gens. Ils ont investi dans le gouvernement. Ils ont investi dans les partis. Et Maduro achetait une couverture politique en Europe. Et il l'obtenait. Intermédiaire. Il y a une personne qui se trouve au centre de cette toile. Il s'appelle José Luis Rodríguez Zapatero. Souvenez-vous de ce nom. Il a été Premier ministre en Italie, de 2004 à 2011. Bien sûr, un socialiste. Eh bien, évidemment, un socialiste. Le prédécesseur de Sánchez.
et, par une étrange coïncidence, l'intermédiaire entre Maduro et le monde occidental, toutes de ces dernières années. Zapatero se rendait régulièrement à Caracas, officiellement, pour maintenir le dialogue avec les petits frères. Officieusement, il gardait les portes ouvertes, les portes des institutions européennes, les portes du gouvernement espagnol, les portes de la légitimité internationale. Tout cela pour un régime qui affamait ses citoyens. Mais les socialistes s'en fichaient complètement. Le Parlement européen a directement interrogé la Commission européenne. Écoutez. Vous n'êtes pas inquiets, les gars et les filles, par les liens constants et étroits entre les membres des partis au pouvoir en Europe, notamment en Espagne, et avec des régimes ayant des liens avérés avec le trafic de drogue? Pas de réponse. Aucune réponse claire ni directe. Il n'aurait jamais dû y en avoir. Eh bien, pour l'instant. Mais maintenant, Zapatero est convoqué au tribunal en tant que suspect. Et qui a fait pression? Oh, nous ne savons pas qui aurait pu faire pression sur eux. Il y a eu une perquisition chez lui 7 jours avant celle d'aujourd'hui. Oh, waouh, oh. De l'argent politique. En 2020, pendant le Covid, l'Espagne distribue des subventions d'État. 53 millions d'euros, une petite somme, sont reçus par Aliocinca, ma toute petite entreprise qui s'appelle Plus Ultra. Le diable se cache dans les détails, n'est-ce pas? Plus Ultra est une entreprise espagnole, mais elle appartient à des Vénézuéliens. Selon les experts, elle ne répond pas aux critères d'aide. Eh bien, elle est trop petite, trop insignifiante, mais elle appartient aux Vénézuéliens qu'il faut. Et elle reçoit de l'argent, gratuitement, comme un cadeau. L'enquête se demande s'il ne s'agissait pas de blanchiment d'argent. L'argent public, comme on dit, disparaît. Et l'argent public des contribuables, n'est-ce pas? Il y entre et en ressort blanchi, vous avez tout à fait raison. Et il revient ensuite aux structures vénézuéliennes. De l'argent légal, regardez le lien. Plus Ultra, des propriétaires vénézuéliens, Zapatero, le gouvernement Sanchez qui a approuvé la subvention. Autrement dit, ce n'est plus une théorie, ils se sont approuvés eux-mêmes la subvention. Ce sont les documents d'une affaire pénale du tribunal national espagnol. Et nous n'avons pas encore abordé le plus important, ce qui s'est réellement passé entre Washington et Madrid en 2025 et 2026, et pourquoi cela a tout changé. Sanchez a perdu la tête. Il s'en est pris, comme on dit, à la mauvaise personne. Le trésorier de Maduro. Il y a encore un autre personnage, un personnage très amusant, Alex Saab. Eh bien, comme la voiture, vous savez Saab, n'est-ce pas? Un homme d'affaires colombien, en fait, qui est devenu un diplomate officiel du Venezuela. De facto, il est devenu l'homme de paille de Maduro. C'est à travers lui que des milliards ont transité. Qu'est-ce qu'une poche? Eh bien, Poutine a aussi plusieurs hommes de paille, n'est-ce pas? C'est son ami, le violoniste, qui a dit « Hack, j'ai 2 milliards sur mon compte. Oh, je ne savais même pas que j'en avais déjà accumulé autant. C'est Sabchik qui mettait en place les montages. Donc via l'Iran, via les pays africains, via les banques turques, c'est lui qui négociait à qui et combien il fallait payer. En 2020, l'avion de Sabchik a atterri pour faire le plein au Cap-Vert. Et à la demande des États-Unis, il n'a pas été autorisé à quitter le pays. Maduro, c'est-à-dire, a littéralement fait une crise exigeant sa libération. Il a menacé avec quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Soit attaquer l'Amérique, soit enlever quelqu'un, soit faire quelque chose, soit arrêter le ministre des Finances des États-Unis d'Amérique, mais on ne l'a pas cru. En 2021, extradition vers les États-Unis, reconnaissance de culpabilité et, comme nous l'avons déjà deviné, coopération avec l'enquête. Saab savait où allait l'argent, connaissait les noms, les comptes bancaires et les bénéficiaires européens. On peut changer les comptes, mais pas les bénéficiaires. Les sources. Arrêtez-vous une seconde et posez-vous une question simple. Si vous êtes un homme politique de gauche européen, américain ou canadien, ici, c'est bien ça, non? Bon, alors imaginons, d'accord? Et vous dites que vous vous battez pour la justice, pour l'égalité, pour les opprimés, pour la démocratie contre les dictatures. Alors, de qui ne devriez-vous absolument pas accepter d'argent, quelles que soient les circonstances? Réfléchissons ensemble, d'accord? Eh bien, la réponse logique, pas d'une dictature. Oui, c'est ça, pas d'argent venant des terroristes, ni des cartels de la drogue, ni des régimes qui envoient des gens dans des camps de concentration, qui lapident les femmes, qui pendent les homosexuels à des grues de chantier simplement parce qu'ils sont homosexuels. Gardez bien votre réponse en tête. Et maintenant, regardez ce qui s'est réellement passé ces 20 dernières années, d'accord? Venezuela. Narco.
Le Venezuela, un régime narcoterroriste, celui de Chavez et Maduro. Regardons pays par pays. Commençons par les voisins. L'Argentine, le fameux scandale de la valise, en 2007. Le Vénézuélien Antonini Wilson a été arrêté à Buenos Aires, avec 800 000 $ en liquide. Il avait 800 000 $ en liquide, n'est-ce pas? L'argent était destiné à la campagne électorale de Cristina Kirchner. On ne peut pas faire plus à gauche. Eh bien sûr, c'est aussi un ami personnel et tout le reste. Ils sont cul et chemise. Le procès a eu lieu à Miami en 2008. Le procès l'a officiellement confirmé. C'était une opération des services secrets vénézuéliens. C'est-à-dire que les services secrets vénézuéliens ont envoyé, on leur a saisi 800 000 $ et peut-être bien plus encore. Peut-être qu'ils en ont envoyé 1 sur 10, comment pouvons-nous le savoir? Ils ont financé la campagne électorale de Cristina Kirchner, qui, elle était d'abord l'épouse du président, puis elle était devenue présidente. Quand les mandats ont pris fin, ils ont élu un président fantoche et elle est devenue vice-présidente. Une femme remarquable. Le Brésil n'est donc pas très loin. Le Parti des travailleurs de Lula. Le Parti des travailleurs. Je pense que c'est dans les plantations de cocaïne, un compagnon de Chavez dans le socialisme militaire. Le parti est devenu le nœud central d'un réseau de corruption. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal. Et du réseau financier aussi. L'argent servait aux élections, à la corruption et à l'intimidation. Classe 1. Bon, passons à l'Europe. Là-bas, bien sûr, tout était différent. En Europe, tout était différent. Donc, l'Italie. Alexandre Di De Battista est allé à Caracas. Il a publiquement défendu Maduro. Voilà, et l'affaire de financement illégal du parti avec de l'argent vénézuélien est en cours actuellement. L'alliance avec Maduro et le fait qu'il ait aidé, etc., personne ne le conteste. On dit simplement « quel argent ?» L'argent était juste là, il n'est pas venu d'on ne sait où au bureau. Et là-bas aussi, il y avait de l'argent, on ne sait pas d'où il venait. Corban est une partie des travaillistes. C'est le Royaume-Uni. Déjà, l'argent vénézuélien passait par des fondations. Les enquêteurs travaillent donc sur l'obtention illégale d'argent de l'étranger. Ce n'est pas encore arrivé au tribunal. Vous ne savez pas pourquoi ils ont soudainement commencé à travailler sur ce sujet. L'argent était là, et personne ne s'en occupait. Soudain, ils se sont mis à travailler dessus. On ne comprend pas, non. Qui a fait pression sur eux? D'où l'enquêteur a-t-il soudainement obtenu cette information? La France. Mélenchon. Défendu publiquement. Il a rendu visite à Maduro. Il se rendait régulièrement à Caracas. L'enquête criminelle bat son plein. Ça s'appelle des liens financiers et de l'argent douteux. Grèce, Allemagne là-bas et aussi Die Linke. Des années de tourisme politique à Caracas. Tourisme politique. De beaux mots, n'est-ce pas? C'est un terme, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Tourisme politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils allaient faire allégeance à Maduro pour de l'argent. Défense du régime au Parlement. Des émissaires circulaient entre les deux pays. Politiciens impliqués. Argent en Russie. Après leur retour, ils défendaient toujours le régime au Parlement. Et ils disaient que c'était les Américains qui inventaient des histoires de drogue là-bas, qu'il n'y avait aucune drogue là-bas. Et ils cachaient honteusement, donc, les traces de poudre sur leur visage. Sarah Wagenknecht, il me semble que c'est comme ça qu'on le prononce, non? Donc, l'ancienne figure de proue de Die Linke. Sarah Wagenknecht. L'ancienne figure de proue, donc, de Die Linke. Je prononce toujours mal. Actuellement, elle dirige son parti. Là, c'est en 3 lettres, donc ce sera facile pour moi. BSV, pas BMW, mais BSV. Émission à la télévision russe. Le financement vient désormais de Russie, plus du Venezuela. Des voyages d'à Moscou, sur les positions du Kremlin, sur l'Ukraine, sur le gaz. Il fallait promouvoir le gaz, parce qu'on était payé pour ça. Sur l'OTAN. Si tu es de gauche, tu es censé être contre les bandits russes, c'est bien ça, non? Ils sont pour. Et cela ne faisait pas que les défendre. Il y a des tentatives bien documentées d'obtenir, disons, une histoire parmi d'autres. 17 millions d'euros provenant de structures russes. C'est l'affaire Métropole de 2018. Une affaire très connue. Cherchez sur Google. Métropole 2018. 17 millions d'euros. D'accord. Le même Corbyn. Le Kremlin utilisait donc les travaillistes britanniques pour relayer ses messages. Génia, ils ont une faction. Il y avait au Parlement britannique leur propre faction, achetée avec leur argent, qui fonctionnait. Parce qu'ils venaient d'un milieu progressiste et semblaient le plus convaincant que si c'était simplement des Russes qui venaient en crier sur les places publiques. Aux États-Unis aussi d'ailleurs. Donc les trolls, c'est-à-dire ces usines à trolls organisées en Russie, en 2016, ils soutenaient qui, à votre avis?
Qui soutenaient-ils, les trolls? Ils soutenaient Trump. Ils soutenaient Sanders, Jill Stein et Black Lives Matter. Voilà. La Russie finance via des fonds offshore les politiciens freinant le développement énergétique occidental. Les services de renseignement l'ont signalé à maintes reprises. Pourquoi donc le Parti démocrate des États-Unis a-t-il ignoré cela? Qu'en est-il de leur intérêt à empêcher les États-Unis et l'Occident de développer leur propre secteur énergétique, donc leur source d'énergie? On ne comprend pas pourquoi. Clinton a dit qu'il ne développerait pas. Clinton. Déjà à l'époque où il était président, il lui restait 2 ou 3 ans, on lui a présenté un plan de développement, disons, du gaz, du pétrole, du charbon, là-bas. Il a regardé ça et il a dit « Et pendant très longtemps, non, 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 je ne serai plus à mon poste, ce sera un autre. Et en général, non, 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 nous ne ferons pas ça, nous achèterons. » D'accord. Qu'en est-il d'obtenir un financement de la Chine? La Chine, c'est quand même le parti communiste qui a mis des millions d'Ouïghours dans des camps de concentration. Dernièrement, avant ça, ils mettaient déjà en prison énormément de gens, et maintenant, ils s'en prennent aux Ouïghours. Le Canada. La fondation Pierre Trudeau a reçu 200 000 $ de 2 milliardaires chinois en 2016, ce qui m'étonne, c'est que ce soit si peu. L'argent n'a été rendu qu'en 2023 après le scandale. Il a été rendu. Ils lui ont tellement mis la pression qu'il a été obligé de le rendre. J'ignore combien il a reçu, mais il a rendu 200 000. Le président de la fondation et des membres du conseil ont démissionné. Vous savez pourquoi? Ils connaissaient l'identité et la raison du don. Et je soupçonne qu'ils savaient aussi ce qui avait été donné et ce qui n'a pas été rendu public. Le Canada. Le député libéral Han Dong. Les services de renseignement canadiens ont informé le gouvernement qu'il s'agissait simplement d'un agent de renseignement de Pékin, en Chine. Le Premier ministre Trudeau a publiquement ignoré cela. La sénatrice américaine Dianne Feinstein. C'était ma sénatrice. Son chauffeur de longue date s'est avéré être un espion chinois. Le FBI l'a démasqué en 2018. Elle ne pouvait plus le licencier après cela. Eric Swalwell, démocrate du Congrès, une agente chinoise. Christina Fang. Elle travaillait dans son entreprise. Elle avait des liens avec au moins 2 maires démocrates. Et elle avait une relation intime avec lui. D'ailleurs, même après qu'on lui ait rapporté qu'elle travaillait pour la Chine. Et c'est une espionne chinoise. Mais le plus important, bien sûr, c'est que Joe Biden, au moins 2 de ses proches, son frère James et son fils Hunter, ont reçu des dizaines de millions de dollars de la Chine. On ne sait absolument pas à quoi cela a servi. Bon, passons. Alors, l'Iran. Un régime qui exécute pour avoir les cheveux non couverts. Pendre les homosexuels, finance le terrorisme dans tout le Moyen-Orient. Nos démocrates prennent joyeusement leur argent. Et les manifestations étudiantes contre Israël sur les campus américains sont financées par des fondations qataries et turques. C'est exactement pour cela. Et ce n'est pas une idéologie, messieurs. Ils s'en fichent, c'est du business pour eux. En réalité, c'est tout simplement de la prostitution. Mais politique. Quand tu dis « voilà, je suis à vendre », qui offre le plus? Si c'est l'ennemi de ta patrie qui paie le plus, tu travailles-tu pour l'ennemi? D'accord, mais disons que je travaille pour l'ennemi car il a offert plus, pas parce que je partage ses opinions. Ils appellent ça l'internationalisme progressiste, mais en réalité c'est un internationalisme anti-occidental. Une coalition fonctionnelle de tous ceux qui veulent affaiblir les États-Unis d'Amérique, démanteler l'OTAN, isoler Israël, saper son économie de marché et ainsi de suite. Ceux qui les financent ne le font pas parce qu'ils aiment le socialisme. Téhéran exécute des communistes chez lui, Pékin persécute les Ouïghours et réprime les LGBT. Une chose les unit. Ils détestent tous l'ordre mondial américain. Ils ont trouvé chez les partis de gauche occidentaux des sous-traitants idéaux pour cette subversion, ce qui a rendu la situation difficile pendant 20 ans. Pendant 20 ans, cela a été dissimulé. Pendant 20 ans, toute personne qui signalait cela était qualifiée de complotiste, de macartiste, de paranoïaque de droite. Ah, d'ailleurs, en Union soviétique, on disait déviationniste de droite, alors qu'ici on disait paranoïaque de droite. Grande différence. 2 grandes différences, comme on dit à Odessa. Pendant 20 ans, les médias occidentaux, ceux-là même qui étaient indirectement financés par les mêmes sources à travers des subventions, de la publicité, des partenariats, appelaient cela du délire. Mais revenons à l'Espagne.
Et c'est ici que l'histoire prend un tournant que la plupart des analystes n'ont toujours pas réuni en un seul tableau. Chronique d'une rupture. Regardez la chronologie des relations entre Sanchez et Washington, et vous verrez non pas des désaccords accidentels, mais une politique systématique de confrontation. Octobre 2025. Les 32 pays de l'OTAN acceptent tous d'augmenter les dépenses de défense à 5% du PIB. Tous, sauf un. L'Espagne, sous la direction de Sanchez, refuse, le seul pays de l'Alliance. Sanchez affirme que 2,1 est suffisant et réaliste. Trump, naturellement, ne cache pas son irritation. Je suis, dit-il, très mécontent de l'Espagne. Je ne suis pas le seul à ne pas avoir porté le chiffre à 5%. C'est un manque de respect envers l'OTAN. Un incroyable manque de respect, a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison-Blanche, ajoutant franchement avoir envisagé des sanctions commerciales par des droits de douane. Je pense que je vais le faire. Donald Trump a également proposé d'envisager l'exclusion de l'Espagne de l'OTAN pour avoir refusé de remplir ses obligations d'alliés. Février, le 26-26 février. 26 mars, 26 mars. 2626. Les États-Unis et Israël frappent l'Iran. Sanchez est le seul dirigeant de l'UE à condamner ouvertement l'opération. Et il passe à l'étape suivante. Il interdit l'utilisation des bases militaires américaines sur le territoire espagnol, c'est-à-dire les bases de Rota et Morón pour l'opération contre l'Iran. Le Pentagone est obligé de transférer une douzaine de ravitailleurs, donc d'Espagne vers la base de Ramstein en Allemagne. Trump s'emporte, dit que l'Espagne est horrible, et ainsi de suite. Mars, avril donc, ce que fait Sanchez à Ramstein. Trump s'emporte, l'Espagne est horrible, et ainsi de suite. Mars, avril, et voilà que Sanchez va encore plus loin. L'Espagne ferme son espace aérien aux avions militaires américains liés au conflit iranien. L'Espagne rappelle son ambassadeur d'Israël. Trump ordonne au ministère des Finances d'étudier une rupture totale des relations commerciales avec l'Espagne. Donc en mai, c'est-à-dire le 26 2026. L'Espagne, sous la direction de Sanchez, est le seul allié des États-Unis dans l'OTAN qui a renoncé aux engagements de défense de l'Alliance, a bloqué les bases militaires américaines, a fermé son espace aérien aux avions américains, a condamné l'opération contre Maduro, a condamné l'opération contre l'Iran. Et le plus amusant dans tout cela, c'est qu'il existe des liens documentés avec le régime de Maduro à travers les structures du parti. Hurrah! En d'autres termes, il est sous l'emprise du Venezuela. Le 3 janvier 1926 à 2h du matin, heure de Caracas. Delta Force, 160e régiment d'aviation des opérations spéciales. Frappe sur l'infrastructure militaire, attaque contre la résidence à 2h28. Nicolas Maduro et sa femme Cilia Flores sont entre les mains des militaires américains. Le 5 janvier. Hélicoptère, tribunal fédéral de Manhattan, accusation de narcoterrorisme, complot de blanchiment d'argent en lien avec le cartel de Sinaloa, l'organisation donc Tren de Aragua. Maduro déclare « Je ne suis pas coupable ». Il répète cela depuis sa cellule, située dans une prison au milieu de l'Amérique. Les amis, je viens de me rappeler quelque chose, j'ai soudain découvert environ 100 de mes recueils de nouvelles invendues. Ce sont des histoires humoristiques, drôles. Ils ont été cachés tout à fait par hasard. Eh bien, puisque je les ai trouvés, je vais les vendre dans le dernier lot. Mais contrairement aux autres livres, ceux-ci, je vais les signer. Dans la description, vous trouverez un lien, et là, lorsque vous remplirez l'adresse lors de l'achat, il y aura une section pour un commentaire ou un message, c'est là que vous pouvez écrire votre message. Oui. Dans ce message, écrivez le nom du client, le vôtre, ainsi que le texte que vous voudriez que j'écrive. Et bien sûr que je signe là-bas. Par exemple, « Cher, à Marina, joyeux anniversaire » ou tout ce que vous voulez. Le livre lui-même coûte $20 et l'envoi dépend si vous vivez aux États-Unis ou quelque part outre-mer. Là, il est toujours possible, disons avant d'appuyer sur le bouton « Acheter », ça calcule, quand vous passez la commande. Par précaution, envoyez aussi à l'adresse email suivante le message indiquant la dédicace que vous souhaitez. Donc RTF Comerton Global. Eh bien, nous serons en bas là-bas. RTF, notre site, est .comerton.global. Ce sont des récits tirés de ma vie. Ça a probablement été écrit à partir de 73, pratiquement jusqu'à cette semaine. Toutes les histoires ont été publiées plusieurs fois dans des périodiques, dans de nombreuses langues. L'une d'elles, d'ailleurs, Guberman l'a incluse dans son livre intitulé « Récit d'un soldat inconnu ». Le soldat inconnu, c'était moi. Oui, on m'a dit qu'on avait vu mes histoires, donc retraduites depuis des langues étrangères vers d'autres langues étrangères. Et très souvent, en chemin, mon nom se perdait. Donc ne vous étonnez pas si, tout à coup, vous avez lu ça quelque part.
soit sans nom d'auteur, soit sous un nom complètement différent. Mais dans tous les cas, je vous garantis que cela vient de ma vie. Je vous garantis qu'une partie de ce que vous allez lire, c'est la pure vérité. Je ne dirai pas laquelle, j'aime laisser le lecteur en suspense. Le lien est en bas. Je vous envie sincèrement. Vous allez lire ça pour la première fois. Moi je ne peux pas, je les connais par cœur. Je les ai écrits, puis réécrits, puis encore réécrits, et puis... Bon d'accord, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Le lien est en bas. Sur ce, revenons à nos affaires courantes. Coincidence. Ici, je dois clairement distinguer le fait de la version. Mais une version très significative. Les faits. Le Venezuela a financé la gauche européenne pendant 15 ans. Des témoignages sous serment devant un tribunal américain. Il y a une tonne de preuves. Zapatero a été l'intermédiaire du régime Maduro en Europe. Cela aussi est documenté. Sabi Carval collabore avec l'enquête aux États-Unis, donc ils savent tout sur les flux financiers. Le Venezuela a financé les Européens. Des témoignages sous serment dans une prison américaine depuis janvier 2026 et en conséquence, de février à mai, il y a eu une forte accélération de toutes les affaires de corruption américaines. Au tribunal. Depuis l'Espagne, le fil semble déjà mener à de nombreuses autres structures socialistes en Europe. Maintenant, cette version est discutée dans les cercles analytiques américains. Les États-Unis ont des informations précises sur les bénéficiaires européens de l'argent vénézuélien, provenant directement des personnes impliquées. Ce sont des faits. En fait, c'est le Venezuela qui a financé leur transfert d'argent. Cette information est parvenue aux enquêteurs espagnols par le biais de mécanismes d'entraide judiciaire ou d'autres voies. Mais il existe aussi une version plus dure, celle dont on parle dans les podcasts et les cercles d'analyse américains. Beaucoup en parlent dans les podcasts américains et les cercles d'analyse, mais cela n'a pas encore été rendu officiel. Les faits. En 5 mois, il a condamné la prise de pouvoir de Maduro, les frappes contre l'Iran, bloqué les bases américaines et fermé l'espace aérien dans les médias officiels. Les États-Unis ont compilé de nombreux griefs étayés par des documents sur le financement de la gauche, avec de nombreux témoignages impliquant aussi ses camarades de parti. Est-ce un hasard que, comme au Venezuela, le quartier général du parti au pouvoir vive la même situation alors que les États-Unis détiennent un levier maximal depuis des années sans des témoignages sous serment aux États-Unis, c'est-à-dire ce n'est pas forcément un complot, cela peut simplement être une question de logique. Quand tu as des informations et la volonté politique, tu les utilises. C'est à la fois du cinéma, du théâtre et du cirque. Arrêtez-vous une seconde, prenez du recul et regardez la scène d'aujourd'hui avec les yeux de Facti. Dans le premier acte, le Premier ministre et son parti essaient depuis des années de neutraliser la police anticorruption. L'Euré Diez, membre du parti au pouvoir, membre du comité central du parti au pouvoir, dans des conversations enregistrées, incite à un faux témoignage et tente de discréditer un officier précis du département anticorruption de la garde civile. C'est ainsi qu'il l'appelle la garde civile. Pas des gauchistes européens. Il y a de nombreux témoignages et beaucoup de preuves. Qui enquête sur ces faits ? Cela ressemble beaucoup à ce que Zelensky essayait de faire en Ukraine. Poutine n'a jamais agi ainsi et ne le fera jamais. Pourquoi ? C'est simple, il a financé ces Européens, preuve à l'appui, mais plus personne devant un tribunal américain. Ils ont plein d'occasions de piller le peuple, mais il est interdit de critiquer les supérieurs. D'ailleurs, c'était le passe-temps préféré des gars dans les années 90. Attraper un enquêteur qui, comme disait Vladimir Vladimirovitch, mettait son nez là où il ne fallait pas. Le frapper, l'enfermer à clé dans le sauna, bloquer la porte et chauffer au maximum. À Saint-Pétersbourg, pas mal de gens ont été éliminés comme ça. Pour Moscou, je ne sais pas. Donc je ne me ferai pas appeler docteur non plus, mais si on parle d'année européenne, les témoignages sous serment à Saint-Pétersbourg, dans un tribunal américain. Beaucoup de faits. Elle amusait les gens à Saint-Pétersbourg, donc je soupçonne qu'à Moscou aussi, ils ont entendu parler de ça et ont commencé à s'amuser de la même façon. Ne croyez pas que tout cela était fait uniquement par des bandits sans insigne. Bien sûr, c'était pas des bandits, mais ils avaient dans tous des grades et saluaient à chaque fois que quelqu'un le leur demandait. Quelqu'un demande et là, le Venezuela l'a financé sans problème. Voyez comme ce qui s'est passé avec les gauchistes en Espagne est intéressant. En Russie, bon, ils ont tous été éliminés. En Ukraine, ils ont essayé, mais les Américains s'y sont opposés. En Espagne, ces mêmes Américains auraient l'eau donné tant de documents aux gardes espagnols qu'ils ont osé entrer dans le siège du parti au pouvoir, armes en main, pour en sortir de nombreux documents. C'est une construction scénaristique qu'à Hollywood on appelle un juste retour des choses, la justice poétique, quand le coup revient par le même chemin que celui qui a financé, avec plein de preuves.
L'antagoniste attaque le héros, et 2 heures plus tard dans le film, le héros se tient à la porte de l'antagoniste avec un mandat. Ou alors avec un pistolet ou quelque chose comme ça. Dans la vie, cela prend plus de temps et arrive moins souvent, mais cela se produit tout de même. Le scénariste aurait ajouté ce détail pour parfaire la symétrie. Depuis le moment où il y a eu une véritable rupture entre Trump et Sanchez, c'était en octobre 2025, lorsque l'Espagne est restée le seul pays de l'OTAN à ne pas avoir augmenté ses dépenses de défense. Et ensuite, il y a eu le blocage des bases américaines. L'ambassadeur de gauche, les témoignages d'Israël, le serment concernant l'opération contre l'OTAN n'ayant pas augmenté les dépenses en équipement. Ensuite, le blocage de l'Amérique. Au tribunal, une tonne de preuves, des faits. À la Cour suprême d'Espagne, qui a juridiction sur les membres du gouvernement, de nouveaux documents ont commencé à apparaître de nulle part. Et pas seulement pour une affaire, mais pour toutes en même temps. L'affaire Koldo, Kama. L'affaire Abalos, l'élargissement des accusations. Beaucoup ont obtenu pour la première fois un statut, ont reçu pour la première fois des documents afin de lui donner le statut de suspect. L'Heridias s'activait pour 10 personnes et aujourd'hui, une perquisition a eu lieu au siège même du parti. Ils y cachaient le tout parce qu'ils savaient un an que personne n'y entrerait. Bien sûr, sans Trump, personne n'y serait jamais allé. Ce n'est pas que le travail des enquêteurs espagnols soit soudainement devenu plus efficace. C'est un nouveau flux d'informations qui n'atteignait pas auparavant ces tribunaux, où la gauche dominait pendant des années. Les témoignages ont été partagés, sous serment, dans les archives. Quelqu'un a expliqué au juge de la Cour suprême d'Espagne « Il était temps. Le moment est venu ». À ce jour, chaque nouveau dossier à l'Audiencia Nacional rend la version de la coïncidence temporelle un peu moins crédible. La version de l'opération est bien plus concrète. Et maintenant, le financement de la gauche européenne. Les témoignages sous serment sont maintenant dans les fils d'actualité à 10h heure de Madrid. Le point culminant. L'unité opérationnelle centrale d'élite de la garde civile entre dans le siège du parti au pouvoir. Eh bien, et les faits? Au Comité national du Parti démocrate américain, ils saisissent des documents, recherchent des preuves de financement illégal et d'un complot pour discréditer juges et enquêteurs ayant enquêté sur ce financement. Ce n'est pas simplement une tentative européenne de détruire ceux qui enquêtent sur la corruption. Les témoignages au tribunal. Encore une fois, cela rappelle l'Ukraine, la Russie et de nombreuses autres preuves. L'ancien secrétaire à l'organisation du PSOE, le parti au pouvoir, n'est-ce pas? Ancien ministre, homme d'affaires, avocat, accusé d'organisation criminelle, corruption, divulgation de secrets d'État, pression pour obtenir de faux témoignages, influence sur les institutions. On ne pouvait rêver mieux. Tiré d'un livre, ils ont juste repris la loi et tout listé. Tout ce qui finançait la gauche européenne pendant des années. Témoignage accablant. Sanchez affirme « Nous coopérons, je le jure ». Et en même temps, sous serment devant le tribunal. Et plein de preuves. Mais on ne peut pas dire en même temps que nous avons des preuves. Et dire en même temps que c'est du harcèlement, n'est-ce pas? L'opposition exige la démission. Mais à quoi sert-elle? Je pense qu'on a expliqué à l'opposition ce qui allait se passer. Et quelque part à New Facti. Dans une prison fédérale, il y a un homme qui sait peut-être déjà tout, et qui peut-être chante déjà, comme on dit dans notre jargon carcéral. Pendant 20 ans, les spécialistes européens pensaient que l'argent de la gauche européenne était suspect, que les témoignages sur le financement des dictateurs pouvaient être faits sous serment devant un tribunal américain. Ils se faisaient appeler une pile de facti. Eh bien, qu'ils aillent au diable. On peut bloquer des alliés, prétendre commercer avec le Venezuela et dire que le financement est européen. Car tous les gauchistes européens font ça depuis des années. Ils n'ont pas appris une chose. L'information ne ment pas. Elle s'accumule. Et quand elle se retrouve entre les mains de ceux qui sont devant un tribunal américain, une foule de gens qui ont la volonté et les outils, alors l'addition est présentée. Messieurs, nous sommes les faits. Dans un moment rare, merveilleux, incroyable, fantastique, un moment très rare où la justice, lente, imparfaite mais réelle, rattrape ceux qui pensaient être intouchables. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'en est le milieu, la suite européenne est plus intense. Les témoignages sont plus intéressants, pas seulement sous serment, juste une seconde. Si dans l'affaire américaine il y avait beaucoup de choses utiles pour vous, au Venezuela ce sont les témoignages sous serment des gauches européennes qui ont financé alors qu'aux États-Unis il y en avait beaucoup.